Selon un haut gradé de l'armée ukrainienne, la Russie pourrait avoir l'intention d'occuper le territoire ukrainien qui se trouve à l'est du fleuve Dnipro. Dnipro, c'est le Dniepr. Dniepr et de couper également l'accès à la mer Noire. Mais on se demande quand même, Général Richoux, si l'armée russe en serait véritablement capable. S'il s'agit du Dniepr dans la région de Kherson, je leur souhaite bon courage. Parce que ça fait plus d'un kilomètre, peut-être un kilomètre et demi de large. Il faut des moyens du génie qui sont absolument colossaux. Il faut acquérir une supériorité en artillerie sur la rive adverse pour empêcher la traversée qui est absolument gigantesque. Et il faut des dizaines de milliers de personnes. Et ensuite, même quand vous avez traversé, il faut être capable d'entretenir le flux logistique dans la durée. C'est très exactement ce que n'ont pas été capables de faire les Russes sur des ponts en 2023, ce qui a forcé à repasser sur la rive est. Donc tout ça, c'est... Donc pour vous, ils n'en sont pas capables? Actuellement, le Dniepr, franchement... Pourquoi les Ukrainiens disent qu'ils en sont capables? Peut-être que les Ukrainiens, d'abord, ils ont raison de brosser toutes les hypothèses. Voilà. Ils sont volontiers à la guerre, il n'y a jamais rien qui est impossible. Tous les scénarios. Tous les scénarios, ça c'est militairement, dans les états-majors, on ne ferme jamais les portes. Mais il y a la plus probable et la moins probable. Or là, je veux dire, la perspective qu'ils franchissent le Dniepr dans la région de Kherson pour reprendre pied sur la rive ouest m'apparaît faible. Alors regardez ce que ça donne sur une carte pour bien qu'on se rende compte du plan russe. Ça se passe en 3 étapes. La première, vous allez le voir, c'est en rose foncé. En gros, c'est ce que la Russie espère occuper d'ici la fin de l'été. Ensuite, en rose un peu plus clair, vous avez ce que la Russie espère occuper d'ici la fin de l'année 2025. Et enfin, en rose pâle, vous avez ce que la Russie espère prendre d'ici la fin de l'année 2026. Donc on se donne quand même un horizon assez long, ce qui veut aussi nous dire, il me semble, enfin je pense, Sylvie Bermann, que là on est vraiment sur un plan sur le long terme. Encore une fois, la Russie n'a pas l'intention d'arrêter la guerre, elle joue le temps long comme toujours. Oui, absolument. C'est-à-dire que, bien évidemment, Donald Trump n'a pas pensé qu'il pouvait régler le problème rapidement. Donc, rapidement, ça ne pouvait pas être en 24 heures. Mais c'était une question de mois. Il y avait des perspectives, il y a des échanges de référendums. Mais là, la logique russe, c'est effectivement de poursuivre la guerre parce que l'analyse qui est faite au Kremlin, c'est que la Russie est en train de gagner. Et l'idée de la frontière naturelle du Dniepr a été évoquée dès le début de la guerre. Pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, nous allons rejoindre tout de suite notre envoyé spécial en Ukraine, plus précisément à Odessa, Gwendoline de Bono. Gwendoline, bonsoir. Merci d'être avec nous. Les Ukrainiens, puisque vous êtes sur place, est-ce que vous ressentez que les Ukrainiens redoutent justement cette possibilité, c'est-à-dire cette possibilité que tout ce qui est à l'est du Dniepr soit occupé par la Russie et même que la ville dans laquelle vous vous trouvez, Odessa, soit un jour n'appartienne plus à l'Ukraine? Est-ce que c'est un souci pour les Ukrainiens ou est-ce qu'ils n'y pensent pas aujourd'hui? Écoutez, en tout cas, ici, tout le monde à Odessa sait que les Russes n'ont jamais renoncé à Odessa. Vladimir Poutine a lui-même qualifié Odessa de ville russe, mais les Odessites ont montré depuis le début de la guerre qu'ils ne l'entendent pas de cette oreille. Personne ici, c'est vrai, n'imagine les Russes s'emparer d'Odessa, parce que d'abord, la prise de ville de taille bien moindre sur le front, ce qui n'est pas le cas d'Odessa, faut le rappeler, a pris des mois et des mois. Et puis surtout, les Ukrainiens ont le dessus complet en mer Noire, une opération amphibie est aujourd'hui totalement irréaliste. La flotte russe de la mer Noire a presque été totalement détruite. Tout à l'heure, j'étais avec des marins ukrainiens justement en mer Noire et on le voit très bien. Les navires russes ne s'approchent absolument plus des côtes ukrainiennes parce qu'il y a la menace des drones marins, des missiles, des drones aériens. Donc une prise d'Odessa pour les habitants aujourd'hui, ça semble totalement irréaliste. Gwendoline, faut quand même bien rappeler que Odessa n'a littéralement jamais cessé d'être attaquée. Qu'est-ce qui fait que cette ville est encore extrêmement stratégique pour les Russes ? Oui, alors c'est vrai que les attaques sont très régulières et notamment près du secteur du port. Le port lui-même est régulièrement attaqué. Il y a quelques mois, il y a des marins qui sont morts justement après qu'un navire ait été ciblé par des frappes russes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Ukrainiens, Odessa, c'est vraiment, si je puis dire, le centre de gravité économique du pays. La majeure partie des exportations, des importations transitent par le port d'Odessa et donc l'Ukraine met un soin particulier à protéger cette ville et c'est aussi pour ça que les Russes la ciblent. Mais à titre d'exemple, les exportations et les importations justement, à Odessa par le port, elles sont revenues à leur niveau d'avant-guerre.
Merci beaucoup Gwendoline de Bono, donc envoyée spéciale d'LCI à Odessa en Ukraine. Alors selon ces sources ukrainiennes, les Russes n'avancent que de quelques dizaines de mètres par jour et ils s'empareraient, c'est au conditionnel bien sûr, tout de même de l'intégralité de l'oblast, donc de la région de Donetsk et de celle de Lugansk d'ici cet automne. Donc Ludmila, je voudrais vous poser cette question, si on pouvait avoir la carte, parce que Ludmila, vous êtes originaire de Lugansk, vous nous l'avez déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Est-ce que ça vous semble un objectif réaliste ? Alors ce plan-là que vous voyez sur la carte, c'était le plan de Poutine depuis 2014. D'où l'agitation qu'il a fait. C'est-à-dire les intentions de Poutine. Les intentions de Poutine n'ont pas changé à l'égard de l'Ukraine depuis son arrivée au pouvoir et depuis 2014 quand il a déclenché la première phase de la guerre. Parce que à l'époque, ce qu'il voulait faire, c'est s'emparer déjà de l'Odessa, de Dnipro et de Kherson et de couper l'Ukraine de l'accès à la mer Noire. Je vous rappelle que Odessa, c'est stratégiquement, économiquement très important. C'est à peu près 70% de toutes les exportations qui passent par la mer Noire. Aujourd'hui, Odessa, c'est un des ports qui reste et qui est le port très important où la majorité des exportations passent. Parce que, je vous rappelle, il y avait aussi Melitopol et d'autres ports qui sont maintenant inaccessibles. Alors, asphyxier l'économie ukrainienne par annexant le territoire ou bien par menaçant constamment les villes, c'était le but de Poutine. L'Ukraine, elle a su faire le coup, c'est-à-dire la flotte russe, elle n'est plus dans la mer Noire. Mais si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, l'armée russe essaye de pousser au nord, c'est-à-dire la région de Soumy, la région de Kharkiv. Oui. Et on voit que ce plan dont on parle, il est en train de mettre de la part des Russes, ils sont en train de le mettre en œuvre. Moi, je suis pas du tout... je pense pas que ce sont réalistes les délais, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de... Si aujourd'hui, les Ukrainiens restent seuls, sans l'apport conséquent en masse de militaires, je veux dire, qu'on puisse... D'aide militaire, c'est-à-dire les munitions, la fabrication de drones de masse. Si les Ukrainiens restent seuls sans les alliés, effectivement, je pense que les prévisions peuvent être vraiment pas très très positives sur ce qui pourrait se passer sur le front. Alors vous ne croyez pas énormément en ce calendrier, Elisabeth Shepard, Selem, est-ce que vous croyez surtout en cette hypothèse tout court ? Parce que on pourrait se dire qu'en effet, le fait que cette information des services ukrainiens arrive maintenant, c'est peut-être une manière de dire à l'Occident, dépêchez-vous, il y a quand même toujours un péril imminent sur notre pays, les négociations n'avancent pas, donc pour l'instant, on est face à ça. Est-ce que c'est une manière de dire en gros dépêchez-vous, armez-nous et venez à notre secours ? Alors d'abord les intentions, je rejoins Ludmila, depuis 2014 c'est les intentions, ça c'est une chose. Mais si on regarde l'avancement russe et je me fie surtout aux études de l'Institut de l'étude de la guerre, moi je ne pense pas que ces timelines sont envisageables. Par contre, les Ukrainiens ont raison aujourd'hui de rappeler qu'ils ont besoin de ce soutien. Et sans ce soutien, je pense qu'il y aura effectivement beaucoup plus de facilité pour les Russes d'avancer plus vite. Donc, à la fois, oui, ils sonnent l'alarme, mais c'est pas totalement irréaliste.